Ah, bonjour Boris, comment vas-tu? Je suis même en double. Ah, je t'avais dit de venir en Martinique. Bienvenue dans mon bureau. D'accord. Bon, on est très content de te retrouver, hein, merci beaucoup, hein. Donc, nous avons un public averti, hein, je te présente juste à côté de moi Monsieur Christophe Gabu, adjoint au maire de Cherchères et inspecteur de l'éducation nationale, qui voudra peut-être te dire un petit mot. Bon, bah, sinon que c'est un immense plaisir de vous accueillir dans cette semaine d'inauguration de l'Observatoire. Et nous sommes, en tant qu'élus de la ville, très intéressés pour pouvoir échanger avec vous sur des problématiques actuelles, sur cette thématique de la parentalité qui n'a pas fini de nous surprendre et sur lequel, à propos de laquelle en tout cas, l'idée de créer un observatoire qui va regrouper tous les acteurs, l'ensemble des partenaires pour travailler, agir, s'informer et penser ensemble semble tout à fait favorable. Merci beaucoup. Alors, je sais que ton temps est très compté. Je te remercie beaucoup. Nous te remercions beaucoup d'avoir pu te rendre disponible dans les conditions très contraintes euh, dans lesquelles nous avons exprimé notre demande, n'est-ce pas, hein, d'avoir pu te rendre disponible pour être un moment avec nous, hein. Donc, après, peut-être que tu nous aies dit quelques mots. On va projeter l'enregistrement. Nous avons souhaité faire un enregistrement de la conférence de Boris, parce que vous connaissez la technique, on ne sait jamais. Et comme on avait imaginé la déception que ça aurait pu être pour vous de venir échanger avec Boris, et puis que Internet, par exemple, décide aujourd'hui de ne pas fonctionner, donc on n'a pas voulu prendre de risques. On a enregistré son intervention, on va vous la projeter, et après, bien entendu, il va être dans l'échange avec nous. Tu veux nous dire deux mots, Boris? Je regrette de ne pas être avec vous en présence parce que, mais voilà, les circonstances sont cruelles et je suis quand même un peu avec vous et on va parler effectivement de cet éternel problème des familles toujours nouvelles. Depuis que la famille existe, elle est nouvelle et à chaque fois ça pose des problèmes passionnants et psychologie affectivement pas toujours facile. Donc vous allez projeter l'enregistrement et on bavardera avec plaisir après l'enregistrement. Je propose de réfléchir pendant 45 minutes, guerre et paix dans la famille. Parce que la famille, c'est une notion étonnamment variable selon les cultures. Mais ce qui n'est pas variable, c'est que c'est le lieu du plus grand amour, de la plus grande sexualité, du plus grand investissement d'attachement entre les parents et les enfants, et du plus grand interdit. Et tout ça, ça se passe dans un espace de quelques dizaines de mètres carrés où le moindre mot raté, le moindre geste raté prend une importance exceptionnelle. Parce que la proximité accorde beaucoup trop d'importance à l'affection et que la moindre défaillance est une blessure affective. Alors, à l'origine, la famille dépend étonnamment de la culture. Lévi-Strauss, avant la fin de sa mort, avant la fin de sa vie, avait demandé à évaluer le nombre de familles existantes actuellement sur la planète. 5500 formes de familles différentes existent aujourd'hui sur la planète, toutes traditionnelles. Alors nous, on a la famille freudienne, c'est-à-dire la famille viennoise du 19e siècle, maman, papa et moi, l'enfant. On a le triangle oedipien, mais en fait, c'est étonnamment variable et le modèle d'une famille n'est pas forcément, dans une culture, n'est pas forcément le modèle d'une famille dans la culture voisine.
À l'époque de Monsieur et Madame Sapiens, les êtres humains vivaient par groupe de 30 ou 50 personnes, jeunes, puisqu'il n'y a pas de squelette âgé de plus de 30 ans. Donc, je pense qu'il devait y avoir beaucoup d'accouplements, mais il n'y avait pas beaucoup de couples et on n'en avait pas besoin puisque les gens mouraient à 30 ans, hommes et femmes. On trouve énormément de squelettes d'enfants, mais ça a duré jusqu'à la fin du 19e siècle, où dans les sépultures, la majorité des squelettes est composée de squelettes d'enfants. Un enfant sur deux mourait dans sa première année jusqu'à la fin du 19e siècle. Et la deuxième population de squelettes, c'est les femmes, qui jusqu'au 19e siècle mouraient à 36 ans. Et ensuite viennent les squelettes d'hommes qui vivent un peu plus longtemps et qui sont âgés de 40, 50, 60 ans, selon les contextes culturels. Et à l'époque de Monsieur et Madame Sapiens, on n'avait pas besoin de famille, c'était la bande, le groupe qui structurait la famille. Donc quand un enfant arrivait au monde, c'était le groupe qui élevait l'enfant. Et ça, c'est resté dans beaucoup de familles africaines, où ça reste le groupe familial, le groupe local, le groupe culturel qui s'occupe et est responsable des enfants. Dans la Rome ancienne, ce qui veut dire que dans une structure familiale floue, comme celle de Monsieur et Madame Sapiens, on ne sait pas qui est le père, donc on n'a pas besoin d'interdire l'inceste, puisque c'est le groupe qui s'occupe de l'enfant et on ne sait pas qui est le père. Dans la Rome ancienne, le mot famille désignait les personnes qui habitaient sous un même toit. Domus, qui a donné la maison et qui a donné la domination, parce que c'était des rapports très hiérarchisés, et l'esclavage blanc, qui est très différent de l'esclavage noir, l'esclavage blanc, les esclaves appartenaient à la famille. Certains hommes seuls se mettaient en esclavage pour habiter, avoir un toit, et certains d'entre eux, quand il plaisait au maître de la famille, pouvaient gouverner la maison et être adoptés et hériter des biens du maître de la maison, ce qui n'est bien sûr pas le cas de l'esclavage noir. Le même mot désigne deux statuts humains très différents. Alors, on voit que on est parti quand même de ce modèle flou. Les aristocrates ont organisé les familles pour prendre le pouvoir, c'est-à-dire que une petite bande de bagarreurs armés, éduqués pour les armes, prenaient la terre, prenaient les châteaux, faisaient travailler non pas les esclaves, mais faisaient travailler les serfs, qui avaient une autonomie, mais qui étaient vendus avec la terre. Et puis ce modèle de domination pour nous, a été mis en place en 1804 par Napoléon, le code de la famille, où le père était le chef de famille, c'est-à-dire le représentant de l'État dans la famille. Et ce droit romain a duré jusqu'en 1974, où les féministes l'ont assassiné en le remplaçant par le droit parental, la responsabilité parentale, et non pas la responsabilité paternelle. Sauf que les chefs de famille n'étaient jamais dans leur famille. Les chefs de famille étaient dehors, au travail, à la chasse, et les femmes qui n'étaient pas chefs de famille géraient tout. Et je crois savoir que ce modèle-là reste important en Martinique, où les femmes gèrent les relations affectives, gèrent la maison, alors que les hommes sont plus distants, mais la famille peut changer. Alors, en 1950, John Bowlby, après la Seconde Guerre mondiale, a évalué les systèmes d'attachement et il a constaté que dans une culture en paix, le modèle familial le plus protecteur pour un enfant, c'était non pas le modèle freudien, papa, maman et l'enfant,
c'était un système familial à multiples attachements, c'est-à-dire 6 à 8 attachements. La mère, puisqu'on est tous nés d'une femme, la mère est forcément prioritaire, mais si elle meurt ou si elle est malade, une autre femme peut être un substitut maternel efficace, peut être une image maternelle sécurisante et dynamisante pour l'enfant, et autour de la mère, celle qu'on appelle le père, vous avez bien entendu, c'est volontairement que j'ai dit celle qu'on appelle le père, parce que à la commission des 1000 premiers jours, on a eu beaucoup de mal pour définir le père. J'en reparlerai tout à l'heure. Ce qui est certain, c'est que dans l'optique de John Bowlby, c'est-à-dire les théories de l'attachement, s'il n'y a personne, c'est la tragédie neurologique. Quand il n'y a personne autour du bébé, le système nerveux, le cerveau de l'enfant n'est pas stimulé. On photographie, on mesure sans difficulté, on voit au scanner à l'œil nu, on voit les atrophies bifrontales, les atrophies des deux systèmes limbiques, socle de la mémoire et des émotions. Le système frontal ne peut plus inhiber l'amygdale rhinencéphalique, socle neurologique des émotions insupportables, et certaines amygdales sont multipliées par 10, ce qui revient à dire que quand un enfant est façonné par un appauvrissement affectif familial, il ne peut pas anticiper, il ne peut pas maîtriser ses émotions, il a une mauvaise mémoire et il ne peut pas contrôler l'expression de ses émotions. Il passe à l'acte très facilement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les incivilités, qui presque toutes sont provoquées par un appauvrissement culturel, par un délaissement éducatif et culturel de la première niche familiale. Alors, dans ce contexte de nouvelles sciences, puisque les théories de l'attachement, la neuroimagerie permet d'avoir matière à penser, on constate que les mères ne sont plus les mêmes qu'il y a 1 ou 2 générations, et ne sont pas les mêmes selon les générations. Les pères sont étonnamment différents selon les cultures et selon les générations, puisque à la commission des 1000 premiers jours, on n'a pas su définir le père, donc les enfants auront des niches sensorielles totalement différentes pour tutoriser des développements forcément différents. En Occident, les mères aujourd'hui sont âgées de 31-32 ans. Or, le maximum de fécondabilité, c'est 25 ans. Ce qui veut dire qu'un utérus de 32 ans est différent d'un utérus de 25 ans et qu'on commence à médicaliser. Ça ne veut pas dire que c'est tragique. Ça veut dire qu'il faut surveiller la tension, le diabète, les reins, et la plupart du temps, ça se passe bien, mais les relations sont un peu différentes puisque désormais, le technicien médical intervient dans la grossesse et après la naissance, la mère aura tendance à téléphoner au pédiatre au lieu de demander conseil et aide à son mari ou à sa propre mère. La structure familiale est donc un peu modifiée. Mais surtout, ce qu'on constate surtout, c'est que ces jeunes femmes n'ont plus le même développement que leur grand-mère. Aujourd'hui, une femme de 30-32 ans a fait des études, a été socialisée et elle désire mettre au monde un enfant et elle se retrouve souvent seule à la maison avec un frigidaire, une télévision et un tyran domestique adoré qu'on appelle le bébé. Et ça explique pourquoi il y a actuellement un pic de dépression périnatale après la naissance, avant la naissance, et il y a aussi un pic de suicide de jeunes mères avec des bébés âgés de quelques mois. L'augmentation des dépressions périnatales et surtout les suicides de jeunes mères est un indicateur fiable de désorganisation sociale. C'est-à-dire que notre culture occidentale, que l'on croit si bonne, eh bien, elle rend les individus, les femmes, les bébés, particulièrement vulnérables. Et puis surtout, le bébé, la neuroimagerie, rend observable et mesurable que les bébés vivent dans un premier univers, dans l'utérus, où les substances maternelles franchissent très bien la barrière du placenta. Alors, à partir de maintenant,
mon exposé va se schématiser en 3 niches écologiques. Première niche écologique, forcément, premier habitat, Écosse, le ventre des femmes, l'utérus. Deuxième habitat, après la naissance, la mère entourée elle-même par un deuxième parent, peut-être qu'avant on appelait le père, mais qui maintenant peut être la grand-mère, une autre femme, un autre homme, un beau-père, une structure variable, et les structures du quartier, l'école et la culture qui agissent sur la mère beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait. Et les substances passent très bien la barrière du placenta. Alors bien sûr, il y a les substances toxiques, le tabac, l'alcool, le cannabis, sont des substances très toxiques pour la mère et pour le bébé, puisqu'on vient de découvrir maintenant que les femmes qui allaitent transmettent dans le lait des microparticules plastiques qui sont toxiques pour le bébé. Et surtout, il y a des substances de la pollution. Alors, je ne sais pas comment c'est en Martinique, mais en Europe, et surtout dans certains pays très pollueurs, les substances de la pollution passent très bien dans le liquide amniotique, où elles intoxiquent le système cérébral de l'enfant. Et puis le stress maternel passe aussi très bien, parce que les substances du stress maternel, le cortisol, les catécholamines, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les 2 substances vedettes, les plus faciles à doser. Les substances du stress, si le stress est chronique, ça passe très bien la barrière du placenta. Le bébé déglutit plusieurs litres de liquide amniotique par jour, sauf que ce liquide amniotique-là est bourré de cortisol, toxique pour son système limbique. Ce qui revient à dire que le bébé arrive au monde avec une altération cognitive provoquée non pas par la mère, mais par le malheur de la mère, parce que ce qui provoque le stress maternel, c'est la violence conjugale, c'est le climat, c'est beaucoup la précarité sociale, la guerre, un accident de la vie qui stresse la mère, et le corps de la mère n'est que le médiateur d'une catastrophe culturelle ou climatique. Donc ça veut dire que dans ce cas, on voit que à Paris, par exemple, selon les quartiers, dans les quartiers riches, 10% des jeunes mères dépriment, dans les quartiers pauvres, ça frôle les 20% de jeunes mères qui dépriment. Sauf que la condition des femmes aujourd'hui fait qu'il y a de plus en plus de mères seules. Certaines mères, 60% des femmes demandent le divorce après 6 ans. Si elles ont un deuxième enfant à ce moment-là, l'enfant aura une niche sensorielle très appauvrie parce que la mère est débordée, elle travaille, elle s'occupe de son enfant et peut-être du deuxième, et elle se fait parfois aider par sa propre mère, et dans ce cas, c'est la grand-mère qui prend le rôle de père. Bonjour madame la grand-mère, vous êtes le père. Donc ça, c'est pas facile à comprendre. Et puis surtout, on voit que les PMA, les procréations médicales assistées, sont aujourd'hui demandées par une 20% de couples infertiles, désespérés de ne pas pouvoir avoir d'enfants. 20% de ces couples demandent des PMA. 60% de PMA sont demandés par des femmes seules qui veulent avoir un enfant pour elles seules, sans père. Ce qui fait que la niche biologique de l'enfant sera appauvrie et que psychologiquement, quand l'enfant va parler et développer son psychisme, il aura un monde mental sans représentation d'image paternelle. On voit aussi que les salaires modifient aussi l'organisation de cette niche sensorielle. Dans les hauts salaires, les hommes, les femmes ont les mêmes diplômes, ont des métiers à responsabilité et très souvent ils partagent les tâches domestiques. C'est plus facile pour eux parce que comme ils gagnent pas mal d'argent, ils se font aider, ils payent une assistante maternelle, ils payent des gardes, ils mettent leurs enfants dans des crèches bien organisées. Donc l'enfant se développe bien et les 2 parents peuvent s'entraider et le couple tient mieux.
et il y a moins de divorces dans ces hauts salaires. Dans les bas salaires, en revanche, les conditions d'existence sont difficiles, les métiers sont instables, mal payés, mal considérés, ce qui entraîne des petits logements en surdensité, ce qui est une autre forme de stress. Et dans ce cas, les mères, après un enfant ou deux enfants, consacrent tout leur salaire à payer une assistante maternelle, ou même si elles sont aidées pour la crèche, souvent elles arrêtent de travailler, ce qui fait que les enfants n'ont pas du tout les mêmes mères si les parents gagnent un haut salaire ou si les parents ont un petit salaire. On voit donc que la disparité entre les hommes et les femmes est plus marquée dans les bas salaires que dans les hauts salaires. Alors, les nouveaux pères sont déjà encore plus difficiles à définir. Le père chef de famille, j'en ai parlé tout à l'heure, le père représentant Napoléon dans la famille, eh bien, il n'existe plus. Le père aristocrate, monsieur, c'est la contraction de monseigneur. Vous avez certainement remarqué qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de femmes qui appellent leur mari monseigneur. C'est une tradition qui a disparu. Les pères, en revanche, les pères représentants de l'État dans la famille, qui n'étaient jamais dans la famille, en revanche, étaient les pères fouettards. Leur mère utilisait les pères en disant « si tu n'es pas sage, je vais le dire à ton père et tu vas voir la raclée ». J'ai entendu cette phrase, beaucoup de gens le disaient autour de moi, ce qui veut dire que la violence des hommes était déjà instrumentalisée par la culture pour faire la guerre ou pour travailler 15 heures par jour au fond des mines, et par les femmes pour utiliser la violence paternelle pour faire régner l'ordre à la maison. Or, il y a des nouveaux pères qui sont en train de naître aujourd'hui. Au Danemark, au Québec, dans les pays d'Europe du Nord, on a beaucoup plus de pères paritaires qui participent aux soins des nouveau-nés, ce qui fait que la mère est entourée, donc il y a beaucoup moins de dépression périnatale. Il y a des dépressions ensuite, probablement pour des structures sociales, mais périnatales, il y a beaucoup moins de dépression. Et quand j'ai été invité à Doha, au Qatar, pour travailler, là où il va y avoir dans quelques jours la Coupe du Monde, j'ai été stupéfait par la richesse de ce tout petit pays. Et puis, déjà, on voyait à quel point les ouvriers, souvent philippins, asiatiques, étaient esclavagés, exploités et travaillaient dans des conditions humainement inacceptables par un pays incroyablement, follement riche. Et donc, j'ai vu aussi dans ce pays que la fonction du père était disqualifiée. C'est l'État qui jouait le rôle du père en donnant énormément d'argent aux familles, et les hommes qui voulaient prendre leur place de père achetaient à leur fils de 14 ans une Mercedes avec dedans le permis de conduire acheté lui aussi. Donc au Qatar, les routes sont droites, il y a énormément d'accidents de voitures avec des Mercedes hors de prix, parce que ces grands garçons de 14 ans n'ont pas appris à conduire, et ils arrivent à avoir des accidents de voiture sur des lignes droites où il n'y a personne. Donc c'est cette nouvelle manière d'organiser la société et les familles montre que les enfants déjà ont des comportements qui n'ont plus les mêmes images identificatoires. Et ce dont je veux témoigner, j'ai donné un cours dans des lycées magnifiques, très bien organisés, des fleurs partout, c'était des bougainvillées, très bien. Et à la sortie, j'étais avec une dame qui me dit « Regardez bien, les enfants sortent et je vois une volée de sacs partir en l'air, et derrière, il y avait les slaves, les esclaves, c'est comme ça que les enfants les appellent, qui ramassaient les cartables et portaient les sacs des enfants. » Alors, la pauvreté est une tragédie neurologique, psychologique, affective, sociale, ça on sera tous d'accord, mais l'excès de richesse est aussi une tragédie qui désorganise tout autant les sociétés. Alors, les pères sont de plus en plus, ça a toujours été très difficile à définir, puisque ça dépend beaucoup de la structure sociale.
Le père, Monsieur Sapiens, on ne sait pas qui est le père. Monsieur l'aristocrate, c'est le seul vrai père. Les autres enfants, les filles sont élevées par leur mère pour la maison, et les garçons sont élevés par leur père pour la chasse ou la guerre. Les aristocrates faisaient les deux en même temps et confondaient parfois les deux d'ailleurs. Mais on constate aussi une dénatalisation du monde. Dans les pays riches, on voit ce qui s'est passé en Italie, ce qui se passe en Italie actuellement. Les femmes italiennes, l'an dernier, ont mis au monde 400 000 bébés. Pour faire simplement entretenir le pays, il faudrait 8 à 900 000 bébés. Qui va faire marcher le pays? Ou bien les Italiens ne font pas d'immigration, et dans ce cas, le pays ne marchera pas, ce qui est arrivé au Canada, ou bien ou bien ils encouragent, les Italiens encouragent l'immigration, et ça va provoquer des phénomènes terrifiants, des phénomènes politiques terrifiants, comme celui qu'on voit en Italie et qui commence à arriver dans beaucoup d'autres pays comme l'Allemagne ou la France. Dans les pays pauvres, la natalité a diminué aussi, mais elle reste quand même beaucoup plus élevée que dans les pays riches. Ça veut dire que même s'il y a une dénatalisation du monde, les pays pauvres vont continuer à fournir des êtres humains sans travail, avec une formation légère, fragile, des gens désespérés, surtout que la sécheresse va aggraver l'immigration. Quand la résilience des sols, qui est très bien évaluée, montre que dès que la sécheresse arrive, la guerre suit. Or, la sécheresse est en train de se développer énormément. L'autre jour, je suis passé en avion au-dessus en Espagne, il n'y a plus de couronne verte dans les villes espagnoles. Le désert est déjà aux villes. Donc, ça pose un problème énorme, c'est que ces nouveaux jeunes ne veulent plus être parents. Les pères au Canada, beaucoup de jeunes hommes se font couper les déférents. Et les chiffres sur les jeunes femmes sont incertains. L'évaluation des brosses dit que 10% des jeunes femmes se font coaguler les trompes pour ne jamais mettre au monde d'enfants. Le journal Elle, que j'ai lu en le volant à ma femme, dit que 30% des jeunes femmes veulent ne jamais mettre au monde d'enfants. J'ai lu il n'y a pas longtemps que 37% des femmes ne veulent pas mettre au monde d'enfants. Donc les chiffres sont étonnamment variables parce que les enquêtes sont mal faites, mais que ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes hommes et de jeunes femmes qui ne veulent pas mettre au monde d'enfants. Donc ça va poser des problèmes techniques pour faire marcher un pays, ou des problèmes sociopolitiques pour l'immigration. Le Canada montre bien que c'était un pays pauvre, ils ont encouragé l'immigration et ils ont réintégré rapidement le top 10 des pays riches parce que les immigrés qui ont été sélectionnés, ça pose un autre problème, les immigrés font marcher le pays et lui ont permis de réintégrer les pays riches. Les relations affectives ne sont pas les mêmes, et mon ami Jean Le Cabu, que pour toi connais probablement, avait rendu observable de manière éthologique dans les études sur l'attachement que la fonction des mères n'est pas du tout le même effet développemental que la fonction des pères. Les mères sont plus sécurisantes que les hommes, les femmes sont plus sécurisantes que les hommes sont plus dynamisants que les femmes, comme on le voit dans les crèches où très peu d'hommes travaillent, mais quelques hommes, j'en ai vu au Québec, j'en ai vu au Liban, et j'en ai vu dans les pays d'Europe du Nord, où quelques hommes s'occupent des bébés, s'occupent des petits-enfants, et on voit que les enfants n'ont pas les mêmes comportements avec une femme, avec un homme, du moins, pour l'instant, ça peut changer. Or, Elisabeth Fivaz a fait un travail magnifique qui montre comment lorsqu'on met un dispositif d'observation, le bébé, c'est moi, la mère est là, le père est là. La mère parle, le bébé tourne la tête et les yeux en direction de la mère,
c'est un bébé de 3-4 mois, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas les mots, mais il reconnaît la voix, l'architecture vocale de sa mère. Ça l'intéresse beaucoup. Puis la mère donne la parole au père, qui se met à parler tant que le bébé tourne la tête et les yeux, et il prend l'empreinte dans sa mémoire d'une autre structure vocale. Il a donc désormais, avant la parole, 2 figures d'attachement. Et là, j'entre dans la deuxième niche sensorielle du rapport qu'on a remis au gouvernement français, après le rapport des 1000 premiers jours. Cette deuxième niche sensorielle est composée de plusieurs figures d'attachement, parce que si une figure d'attachement se casse, s'éteint, parce que la mère est morte, parce que le père est parti, parce que, etc., eh bien, il reste d'autres figures d'attachement secondaires qui permettent à l'enfant de continuer à se développer correctement. Et je crois que cette structure-là correspond à la famille martiniquaise où la mère reste une image, une référence importante, mais beaucoup de figures d'attachement secondaires tournent autour du bébé, ce qui permet en cas de malheur de limiter la casse, de limiter les dégâts, sauf, je le redis, en cas d'isolement de la mère, en cas d'isolement sensoriel du bébé, où là, les dégâts neurologiques, affectifs, psychologiques, verbaux sont très importants. Un bébé qui vit dans une niche affective verbale apprend très facilement à parler au contact. Un bébé qui vit dans une niche affective pauvre en mots prend tout de suite un retard dans la verbalité. Donc on voit que ce qui se passe actuellement, c'est une modification des structures précoces de la famille, et les Israéliens ont déjà renoncé à l'armée, puisqu'en Israël, garçons et filles font service militaire, 3 ans pour les garçons, 2 ans pour les filles. Eh bien, ils ont renoncé donc à appeler les parents mère et père. Et ils ont décidé, parce que le père, ça pouvait être un beau-père, ça pouvait être une deuxième femme, puisque maintenant le mariage homosexuel est légal, ça pouvait être un homme, ça pouvait être la grand-mère, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui joue le rôle et qui prend la fonction de père. Donc, maintenant, ils appellent premier parent, deuxième parent, ce qui est un marqueur de changement culturel, ce qui est beaucoup moins joli que maman, papa, mais voilà, notre évolution évolue de cette manière. Mais en France, ou dans les pays occidentaux, où les jeunes font 3, 4, parfois 5 couples autour d'un même enfant, on constate que, comment on va appeler le premier beau-père? On peut l'appeler beau-père. Et déjà, les enfants, adolescents surtout, disent à ce premier beau-père, tu n'es pas mon père, tu n'as rien à me dire. L'autorité, donc, déjà, est discréditée par l'enfant. Quand c'est le deuxième beau-père, le troisième beau-père et parfois le quatrième beau-père, est-ce que c'est encore un quart de beau-père ou est-ce que c'est un homme qui n'est plus un père et avec qui on peut avoir des relations sexuelles? Le mot inceste n'est plus représenté avec un quatrième beau-père, alors qu'avec un premier beau-père, c'est la majorité des incestes qui vont au commissariat. Les incestes qui vont le plus au commissariat, c'est beau-père-fille. C'est pas le plus fréquent celui qu'on entend dans l'intimité des cabinets. Dans l'intimité des cabinets, l'inceste le plus fréquent, c'est frère-sœur qui ne va presque jamais au commissariat. Celui qui va le plus, c'est beau-père-fille. Parfois, il y a des incestes mère-fils. J'ai même eu à accompagner un seul cas d'inceste mère-fille sans aucune conscience de crime, parce que le développement de la représentation de soi et du sentiment d'être père ou d'être mère avait complètement été dilué par des structures de parenté qu'on ne peut plus repérer. Donc notre culture est en train de se modifier et de poser des problèmes. Faire 4 ou 5 couples dans une famille, ça pose ce genre de problème. Donc les couples sont nouveaux. Quand je suis arrivé au monde, en 1937, avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait ni caisse de retraite, ni sécurité sociale. La seule solidarité, c'était celle du couple et de la famille. Maintenant, quand une femme vit avec un homme qui la maltraite, elle a bien raison de divorcer, mais elle est aidée un peu
par l'État, elle est beaucoup moins aidée par sa famille. Donc ça veut dire que elle peut prendre sa liberté, ce qui est un progrès, mais elle paye cher cette liberté, comme on le voit chez les femmes seules qui sont harcelées, débordées et très souvent en burn-out, comme on dit maintenant, en dépression d'épuisement, parce qu'elles veulent tout faire bien, leur travail, elles veulent faire bien, leur maternité, les enfants, et elles n'y arrivent pas, et donc elles se flanquent des burn-out. De plus, on voit que le contrat affectif a changé. Avant, une femme, il y a 2 générations, quand je suis arrivé au monde, une femme valait par son enfantement. Le développement de sa personnalité était modéré. Un homme valait par son aventure sociale et par son aventure militaire, parce que quand j'étais au lycée en 1950, à la sortie de la guerre, tous les enseignants, tout le temps, on entendait plusieurs fois, les garçons, vous ne traverserez pas la vie sans connaître plusieurs guerres et sans plusieurs bagarres de rue, vous devez vous y préparer. Quelques petits garçons adoraient ça, la plupart des garçons, ça leur cassait les pieds, mais il fallait bien se soumettre à la culture. Or, actuellement, ce que je viens de dire n'existe plus. C'est un progrès, mais c'est un progrès qui a des effets secondaires, c'est-à-dire que la solidarité des couples et des familles est très diluée. Je crois que ce que je viens de dire est vrai sur le continent, mais c'est beaucoup moins vrai en Martinique, mais peut-être vous me direz autre chose, on va voir. Donc ça veut dire aussi que l'éthos, la hiérarchie des valeurs, est très différente maintenant et que les femmes sont pensées en tant que personnes et pas seulement en tant que maîtres au monde des enfants, et les hommes sont pensés en tant que relation affective et non plus seulement en tant que relation autoritaire. C'est un progrès, peut-être qu'on le paye, on en parlera. Alors, les enfants, donc, n'ont plus du tout les mêmes conditions de développement qu'il y a quelques générations. Quand on va en Italie, on voit beaucoup d'écussons sur les églises où on voit des enfants avec des bandelettes éparpillées. C'est les enfants abandonnés. On considérait qu'un enfant bien élevé, on lui mettait autour du corps des bandelettes qu'on serrait très fort, donc il ne pouvait pas bouger, donc il avait une atrophie musculaire, mais on considérait qu'il était bien soigné. Et puis, quand les femmes travaillaient au champ, à la ferme, où elles travaillaient beaucoup, il y avait un clou sur la porte, et elles accrochaient le bébé sur le clou pour qu'il ne soit pas mangé par les cochons. Et j'ai vu un barème où les propriétaires de cochons devaient payer selon les dégâts provoqués sur les bébés. Alors j'ai oublié les prix, mais c'était moins cher pour une main, pour une joue, et si le bébé était mangé en entier, là c'était très cher. Mais ça veut dire que c'est pour ça qu'il y avait des clous et des bandelettes. Or, au XIXe siècle, les femmes n'élevaient pas leurs enfants. Les femmes avaient honte de leur grossesse, elles se cachaient pour accoucher, alors que maintenant les jeunes femmes sont fières de montrer leur gros bidon. Et c'est vrai qu'un gros bidon de femme enceinte, c'est attendrissant, et qu'on sait pas, les hommes sont un peu empotés, on sait pas quoi faire, et que ça change le statut des femmes enceintes. Et maintenant, aujourd'hui, elles s'occupent de leurs enfants dans un nouveau contexte où où elles doivent ne pas être les seules à s'occuper de leurs enfants, alors qu'il n'y a pas longtemps, au XIXe siècle, on mettait les enfants sur les dos d'âne avec des petites caisses, 6 d'un côté, 6 de l'autre, et l'âne portait les bébés chez les nourrices qui étaient louées, nourrices de Bretagne ou nourrices du Morvan, et un enfant sur 2 mourait pendant le trajet. Et on n'en portait pas le deuil parce qu'il n'était pas baptisé. Alors, le XIXe siècle, les enfants étaient donc extrêmement différents, les survivants étaient extrêmement différents, et on voit que dans le style d'attachement acquis, et là je passe dans la 3e niche écologique, c'est-à-dire celle de la parole. Lorsque les couples parentaux s'entendent bien, lorsqu'il y a une famille et une culture autour du bébé, l'enfant baigne dans le langage, comme disait Françoise Dolto, et il apprend à parler sans école, sans livre, au contact, au corps à corps. Un bébé auquel on apprend
qui entend parler autour de lui, parce que les parents s'entendent bien, parce qu'il y a du monde autour de lui, rentre en France en maternelle à l'âge de 3 ans avec un stock de 1000 mots. Alors qu'un bébé qui vit dans un milieu appauvri, parce que la mère déprime, parce que le père est violent, parce qu'il a peur de la vie, parce que le père est violent, parce qu'il y a la guerre, parce que, etc., eh bien, ce bébé rentre en maternelle à 3 ans avec un stock de 200 mots. Il va être humilié parce qu'il ne va pas comprendre les consignes, il ne va pas comprendre les adultes, alors que son camarade de classe va jouer à apprendre. Il va avoir le plaisir d'apprendre et l'inégalité sociale commence déjà, avant la parole, avant la maternelle, selon la structure de la niche affective. Et puis surtout, ce qu'on voit actuellement, c'est d'une part qu'on voit apparaître des dynasties de hauts diplômes, parce qu'ils s'entendent bien, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, parce que les crèches sont bien organisées, parce qu'ils mettent leurs enfants dans des bonnes écoles bien organisées, et qu'on voit qu'ils accèdent de génération en génération aux bons métiers bien payés. Alors que dans certains quartiers, il est de plus en plus difficile d'accéder aux bons métiers, et beaucoup d'enfants qui auraient pu se développer comme les autres ne savent même pas où sont les grandes écoles et se développent beaucoup plus difficilement. Et donc, on voit une transmission de la pauvreté et une dynastie des hauts diplômés. Et puis surtout, avec le phénomène qui apparaît en Ukraine aujourd'hui, ce phénomène était la règle au Proche-Orient, où il y a des guerres terrifiantes. C'était la règle aussi en Asie, où il y a encore des guerres terrifiantes dont on parle beaucoup moins, parce que c'est loin de nous, où il y a des annexions de territoires, où il y a des populations entières persécutées, mais on en parle beaucoup moins. Et là, maintenant qu'il y a la guerre en Ukraine, on en parle plus parce que c'est aux portes de nos maisons. Et Van Igendorn, qui est un leader des études sur l'attachement, Van Igendorn montre que dans un pays en paix, 70% des enfants à 10 mois ont acquis un attachement sécure. 5% des enfants dans un pays en paix ont acquis un attachement confus, qui est un indice de désorganisation neurologique et psychologique. Dans un pays en guerre, 30 à 40% des enfants acquièrent un attachement sécure et 25 à 30% des enfants acquièrent un attachement confus, c'est-à-dire une désorganisation psychopathologique. Donc le contexte culturel, l'organisation culturelle joue un grand rôle dans la sécurité des enfants et dans leur développement. Dans un pays en paix, 30% des enfants acquièrent un attachement insécure. Dans un pays en guerre, c'est 50-60% des enfants qui acquièrent un attachement. 25 à 30, un attachement confus, 25 à 30, un attachement insécure. Donc on voit que la culture apparaît beaucoup plus tôt que ce qu'on croit, et que il faut donc que les femmes enceintes soient sécurisées par leur mari, leur famille, leur quartier et une culture en paix, bien sûr. Mais on voit qu'actuellement, les couples en CDD sont la règle, ce qui insécurise les femmes et les bébés, et les hommes aussi, dont on parle moins, mais on voit aux États-Unis, où il y a de plus en plus d'hommes seuls, c'est une tragédie masculine. C'est que ces hommes-là n'ont pas de métier, vivent entre eux avec une bière à la main. Le soir, ils prennent des antalgiques ou des substances pour dormir, et ces hommes désocialisés fournissent un taux très élevé de suicide. Alors, donc, les enfants prennent une nouvelle signification. Il y a chez les femmes de plus en plus d'endométriose, parce que c'est un indice de stress chronique, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais les substances du stress, le cortisol, les catécholamines, la neuropeptide et beaucoup d'autres exemples, non, je gomme neuropeptide, cortisol, catécholamine, modifient la paroi interne de l'utérus, et on voit que les endométrioses touchent maintenant 20% des femmes, et puis surtout chez les bébés, on voit que les bébés sont gardés de plus en plus par des écrans, et que chez ces écrans qui sont des merveilles techniques, la preuve c'est que on est en train de bavarder entre des zones à des milliers de distance, c'est magique.
On m'aurait dit ça il y a quelques années ou il y a quelques décennies, je l'aurais pas cru. J'aurais dit, c'est de la science-fiction. Donc ça veut dire que, et alors là maintenant on est en train de le faire, donc ça veut dire que dans les mois qui arrivent à la sortie du virus, dans les mois qui arrivent, il faudra réfléchir à la nouvelle condition des familles, à la nouvelle structure des écoles, à la nouvelle organisation des universités, parce que les adolescents sont ceux qui ont le plus cher payé les années de virus. Il y a 30 à 40, 39% des adolescents, ça a été évalué. Je crois que l'université de Mons a participé à cette évaluation. 39% des adolescents sont actuellement en dépression anxieuse, alors que dans un pays en paix, c'est 12% des adolescents qui sont d'habitude en dépression anxieuse. Donc, ce genre de réflexion permet de dire que on va rentrer dans un virage de la culture, dans un virage épistémologique, dans un virage d'une nouvelle manière de penser. Si on valorise les niches sensorielles, les femmes enceintes qui doivent être sécurisées et entourées, la structure familiale qui ne doit pas trop changer. Il faut bien qu'elle change parfois quand il y a une tragédie, quand l'homme est violent, alcoolique, ou quand la femme s'en va, ce qui arrive. Donc il faut modifier, faire un peu plus de stabilité affective et surtout organiser un peu mieux la culture de façon à ce que l'école et l'université et les nouveaux métiers deviennent dynamisants et sécurisants. Donc ça veut dire que on a un degré d'espoir, on a un degré de liberté, puisqu'on peut agir sur la culture qui agit sur nous et sur nos enfants. On a donc un degré de liberté, on a donc un degré de responsabilité. Voilà les quelques idées que je voulais vous proposer en attendant nos discussions du 21 novembre. Est-ce qu'on peut demander à Boris de nous donner son avis sur des aspects très, très particuliers de la Martinique, et notamment le problème des familles monoparentales? Et quel conseil est-ce que, Boris, tu pourrais adresser à des familles monoparentales, d'une part? Une deuxième question, c'est quel conseil pourrais-tu adresser aux assistants sociaux qui encadrent, qui accompagnent ces familles? Et peut-être une troisième, si je n'exagère pas, quelle est un peu la fonction d'un observatoire de la parentalité en Martinique? Ton opinion? Alors j'ai pris un petit risque tout à l'heure en parlant de ça, mais je n'ai été que 2 fois en Martinique, ou 2 ou 3 fois, donc je suis pas... Donc puisque j'ai passé au total 8 à 10 jours en Martinique, je sais donc tout sur la Martinique et je vais te répondre. Alors, la Martinique se caractérise par la beauté du pays, par la chaleur des habitants, se caractérise aussi par le poids du passé. Le poids de l'esclavage qui a été quand même un crime contre l'humanité stupéfiant, incroyable, où des êtres humains, pour gagner un peu d'argent, ont massacré un continent, détruit des cultures, rendu malheureux 30 ou 40 millions de personnes, d'hommes et de femmes, et empêché la structure des familles. Et on sait maintenant que non seulement le traumatisme transmet quelque chose, mais que là, en plus, il y avait une impossibilité de structurer une famille, donc de sécuriser les enfants. Et les travaux récents sur les interactions précoces montrent que les garçons sont plus sensibles à la séparation et à l'isolement affectif que les filles, contrairement aux préjugés. Et quand un garçon vit dans un appauvrissement affectif, il est anxieux et il réagit par l'agression. Alors qu'une fille située dans un appauvrissement affectif va chercher et trouve facilement des substituts affectifs. Alors une nounou, la voisine, ou souvent même pour les grandes filles à partir de 4, 5, 6 ans, la meilleure amie. Ça, c'est Rimé que tu connais, Jean-Pierre, qui a fait beaucoup de publications sur la meilleure amie. Les filles se défendent mieux en cas de carence affective et les garçons sont plus vulnérables en cas de carence affective et réagissent plus
par l'agression, l'agressivité. Donc ce poids du passé, qui a été une destruction incroyable et stupéfiante, d'autant que je crois que c'est Charles-Aimé Nicolas, je ne me rappelle pas très bien, qui m'a montré une archive où, au moment de l'abolition de l'esclavage, il y avait bien sûr les anti-abolitionnistes qui disaient si on abolit l'esclavage, le prix du sucre va augmenter. Ce qui est vrai, ce qui est logique. C'est-à-dire que pour que le prix du sucre n'augmente pas, on a continué à massacrer des millions d'êtres humains, ce qui est stupéfiant. Mais ça, voilà, la condition humaine sait faire ça. Il y a eu d'autres massacres dans la condition humaine, mais celui-là est quand même stupéfiant. Et ça se transmet à travers les générations. Et je sais que certains Martiniquais se remettent très bien actuellement, mais il a fallu quand même plus d'un siècle, presque deux même, plus de 2 siècles pour que le processus de résilience se déclenche. Beaucoup de Martiniquais ne s'y remettent toujours pas parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une transmission, il y a des nouvelles dynasties de dominants qui arrivent, et quand on est un gosse de riche, on a plus de probabilité de devenir riche, et quand on est un gosse de pauvre, on a plus de probabilité de devenir pauvre. Quand on est un gosse de diplômé, on a plus de probabilité de devenir diplômé. Quand on est un gosse de non diplômé, on deviendra probablement non diplômé. Donc cette transmission à travers les générations fait que le problème, il est moins aigu qu'à l'époque de l'esclavage, bien sûr, mais il n'est pas totalement réglé. Voilà ce que je répondrai à Jean-Pierre Portois. Est-ce que, Maurice, nous sommes maintenant dans la semaine de l'inauguration de l'Observatoire de la parentalité. C'est donc un événement majeur dans la société martiniquaise de voir que l'on crée un nouvel organisme, une nouvelle institution qui est donc porteuse d'espérance. Quel destin on peut imaginer faire jouer à l'Observatoire? Je pense qu'on sait ce qu'il faut faire, affective autour de l'enfant. Si les parents sont capables de le faire, ils le font très bien. Et sinon, c'est à la culture, c'est au quartier de faire des substituts de niches affectives et de les organiser. C'est possible. Hein, la maison des 1000 premiers jours, j'ai vu les familles se rencontrer. Il y a un proverbe africain qui est très joli, qui est même incroyablement cité aujourd'hui par les Américains, par les Danois. Il faut tout un village pour élever un enfant. C'est un joli proverbe, et je crois que c'est vrai sur le plan des théories de l'attachement. C'est vrai, quand on se met à plusieurs pour entourer un enfant, la mère, si on entoure la mère, elle ne déprimera pas, le père, ou en tout cas celle qui fait l'effet du père. L'école et la culture précoce, on sait ce qu'il faut faire pour organiser un réseau qui va tutoriser le développement de l'enfant, même si sa mère est en difficulté, même si son père est en difficulté. Si on organise ce réseau, l'enfant pourra bien se développer. Donc ça engage une responsabilité des systèmes d'éducation et des systèmes culturels où les décisions politiques prennent de plus en plus d'importance. Tout grand merci à toi, Boris, pour ce message et cet horizon qui va donc, dans lequel va s'installer l'Observatoire. Ça va, mesdames, messieurs? Bon, on va voir, pas encore. Tu nous remets Boris à l'écran, s'il te plaît, Olivier? Voilà, Boris, nous revoilà en direct. Après une séance passionnante, je crois, je pense que je peux m'autoriser à dire ça. J'ai observé beaucoup de concentration. Eh bien, écoute, Boris, sauf si tu veux ajouter quelque chose tout de suite, on passe la parole à nos amis dans la salle. Ok. Avez des remarques, des questions, des réflexions? Voilà. Une petite question, ou peut-être même deux.
Merci effectivement pour cet exposé d'une extrême richesse. J'ai peut-être deux questions, hein. Je suis maître de conférence à Sciences Po Lille en droit, et donc je vais orienter mon propos sur une question juridique notamment. C'est par exemple finalement la place du droit dans la reconnaissance et dans la qualification de la famille. Le tribunal judiciaire de Paris a récemment, en janvier 2022, reconnu l'autorité parentale de 4 adultes à l'égard de 2 enfants, 2 couples homosexuels qui élèvent ensemble un enfant ou 2 enfants. Et donc ma question effectivement est celle-ci, c'est-à-dire que quelle est la place du droit dans justement la qualification de cette notion de famille, hein, le droit est un outil de régulation sociale, et j'aimerais effectivement vous entendre sur ce point par rapport à cette question axée sur le juge. Deuxième question qui est un petit peu différente, c'est finalement ce que déjà Bourdieu avait appréhendé. Dans certains ouvrages, la domination masculine notamment, il avait fait référence assez clairement à la notion d'habitus, cette transmission des parents à l'égard des enfants, hein, vous l'avez traité dans votre propos. J'aimerais finalement vous entendre sur la reconvocation de Bourdieu dans la relation parent-enfant. Voilà effectivement mes 2 questions. Je vous remercie. D'accord. Alors, pour ce qui est des familles d'homosexuels, effectivement, on voit que les homosexuels, très souvent, se regroupent pour élever des enfants. Donc, cette loi me paraît parfaitement adaptée à cette nouvelle famille qui vient d'apparaître il y a quelques années. J'ai vu aussi quelque chose d'illégal et qui pourtant se fait beaucoup en France, c'est la grossesse pour autrui, où un couple d'homosexuels, hommes, va à l'étranger pour payer la location d'un utérus pendant 9 mois. Puis la femme vient accoucher en France, donc l'enfant, elle met au monde un petit Français, et le couple parental de 2 hommes entoure ce bébé. Très souvent, mon témoignage, c'est que très souvent, ces hommes gardent un lien avec la mère porteuse et que jusqu'à maintenant, les quelques enfants que j'ai eu l'occasion de voir se sont bien développés dans ces nouvelles niches affectives qui étaient totalement impensées il y a quelques décennies par les cultures précédentes. Donc, je pense que la loi de 4 adultes pour 2 enfants correspond très bien à ce que John Bowlby, le fondateur des théories de l'attachement, avait déjà proposé après la guerre où il y avait beaucoup d'orphelins, après la guerre où les petits Anglais ont beaucoup souffert des bombardements de Londres, il y avait énormément d'orphelins, en France aussi. En France, il y avait presque 300 000 orphelins, et ces orphelins-là ont repris très souvent un bon développement. Quelques-uns, bien sûr, ont été fracassés, mais beaucoup d'orphelins ont repris un bon développement, soit parce qu'ils étaient confiés généralement à la tante, où ils avaient un substitut affectif, un substitut familial, et il y avait plusieurs adultes pour s'occuper de ces enfants, les enfants du foyer adoptant, plus l'enfant adopté qui s'intégrait dans ce foyer. En revanche, aujourd'hui en France, il y a 300 000 enfants à l'aide sociale à l'enfance et l'évolution de ces enfants est terrifiante, catastrophique. Très peu de diplômés, beaucoup de psychopathie, énormément de suicides, d'angoisses, de difficultés de développement. 25% des sans domicile fixe sur le continent sortent de l'aide sociale à l'enfance. Parce que les orphelins de la guerre de 40 avaient eu déjà les 1000 premiers jours dans leur famille avant que les bombardements de Londres les rendent orphelins. Même raisonnement en France. Donc ces enfants-là ont été bien entourés par ces nouvelles familles ou ces substituts familiaux et par des institutions qui ont bien fait leur travail. Alors ça, c'est la réponse que je propose pour votre première question. Donc cette loi me paraît parfaitement adaptée à ces nouvelles familles. Pour la deuxième partie de votre question, je crois qu'on peut transmettre, on ne peut pas ne pas transmettre, et on peut arrêter la transmission. On ne peut pas ne pas transmettre parce que le simple fait d'être là, silencieux, avec vous, transmet quelque chose. Or, il y a 3 types de transmission.
La transmission génétique, bien sûr, mais il y a surtout maintenant la transmission épigénétique, la transmission affective et la transmission par les récits. Et là, on peut agir pour arrêter la transmission du trauma. Parce que si on ne parle que du trauma, on peut transmettre l'horreur ou on peut transmettre la haine. Et je pense que c'est ce qui se passe parfois en Martinique, où des groupes euh, des groupes qu'on peut comprendre euh, en n'élaborant pas risquent de transmettre la haine, c'est-à-dire de transmettre quelque chose du trauma. Si on parle, on transmet l'horreur du trauma, et si on se tait, on transmet l'angoisse de la non-représentation, l'angoisse du vide, et ça fait la deuxième génération devient plus anxieuse que la normale. L'angoisse fait partie de la condition humaine, mais là c'est une angoisse pathologique. Or, on peut arrêter cette transmission. La transmission épigénétique existe, on sait ce que c'est depuis longtemps, mais maintenant la neurobiologie précise qu'un même ADN, une transmission génétique, le même ADN s'exprime différemment selon la structure du milieu. Donc si en Martinique, où le poids de l'esclavage est bien sûr plus lourd qu'ailleurs, si en Martinique, on organise des substituts affectifs et des substituts familiaux, si les enfants sont sécurisés par cette nouvelle famille, on se retrouve dans la situation des adoptions et un grand nombre d'enfants n'auront pas d'altération épigénétique. Les altérations épigénétiques, c'est soit la même bandelette ADN, il y a le stress de la mère, médiatisé par les substances du stress, essentiellement le cortisol et catécholamine. Ces substances-là franchissent la barrière placentaire et altèrent le cerveau du bébé que la femme porte. Donc ce n'est pas la mère qui est responsable de l'altération cognitive, c'est le malheur de la mère, c'est-à-dire la solitude, l'abandon, la violence conjugale. Je crois qu'en Martinique, c'est un vrai problème, en France aussi, hein. C'est un vrai problème. Je crois que la violence conjugale, la précarité sociale joue un rôle dans le stress quotidien. Donc ça, on peut l'arrêter, mais on peut l'arrêter en organisant, comme Jean-Pierre Pourtois me l'a fait dire tout à l'heure, des substituts familiaux, ou comme la loi le propose plutôt habilement, on peut arrêter cette transmission. La deuxième transmission, c'est la transmission affective. Si on propose à ces enfants un substitut familial ou une institution ou une école sécurisante, on a suivi beaucoup d'enfants maltraités chez eux et qui étaient très sécurisés par l'école. L'école, pour eux, était un tuteur de résilience. Donc là, on sait ce qu'il faut faire. Il faut faire un groupe extra-familial, l'école, le patronage, le sport, la musique, où les enfants tisseront des liens affectifs qu'ils ne trouvent pas à la maison. Et la troisième transmission, c'est par le récit. Et là, je crois qu'il y a un énorme problème, puisque on a encore du mal à parler de l'esclavage. Et je pense que les Africains, comme les Martiniquais, on parle jamais de l'esclavage vers les pays arabes, qui a été plus important que l'esclavage des chrétiens vers les pays la Martinique et l'Amérique du Sud. Et pourtant, l'esclavage vers les pays arabes a été beaucoup plus important. Mais il n'y a pas eu l'horreur du transport, qui était un massacre et une torture. Et ce récit transmet l'horreur. Et en transmettant l'horreur, ça empêche l'élaboration. Et les Arméniens, par exemple, n'ont pas pu le faire avec les Turcs. Et c'est la deuxième, troisième génération d'Arméniens, c'est les enfants, les arrière-petits-enfants d'aujourd'hui qui éprouvent aujourd'hui la haine contre les Turcs, alors que les parents se sont débattus pour ne pas transmettre l'horreur. Leur silence a quand même transmis quelque chose. Alors là, je pense qu'on peut agir sur les récits. Il y a très peu. Alors, Charles-Aimé Nicolas m'a envoyé un petit livre que j'ai trouvé passionnant sur les conséquences psychologiques de l'esclavage. Je crois que c'est exactement ça qu'il faut faire, élaborer, travailler, parce que quand on élabore par un film, par un récit, par un roman, par une élaboration psychologique,
on ajoute la mémoire de ce qu'on a dit à la mémoire de ce qu'on a subi, ou dans l'esclavage, à la mémoire de ce qu'ont subi nos ancêtres, et qui a transmis quelque chose. Et là, je crois que si on fait des récits de réflexion, des récits d'élaboration, je crois qu'on peut arrêter la transmission de la souffrance. Bonjour, je suis Muriel Chauderon, je fais l'accompagnement parental personnalisé auprès d'enfants atypiques et des formations pour les parents et pros de l'enfance. Alors j'avais 2 questions différentes. Je suis dans des groupes de pères qui souffrent énormément de non-reconnaissance au niveau des divorces et qui se plaignent souvent de ne pas avoir la garde de leur enfant. Et c'est une vraie souffrance pour eux où la mère joue aussi un petit peu au fait de je te donne pas l'enfant et tout ça. Ce qui se réalise aussi en métropole. Hein. Voilà. Et mon autre question, complètement différente, c'est aussi justement comme vous parliez par rapport à tous ces enfants qui ont eu différents beaux-pères ou belles-mères et qui les ont eu presque de la petite enfance jusqu'à pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et moi, je retrouve des parents et aussi des enfants en grande souffrance parce que quand il y a séparation, il y a une rupture brutale et il n'y a aucune possibilité d'avoir une continuité et tout ça. Donc je me disais, est-ce que vous avez un recul par rapport à ça, de voir comment réagissent les enfants par rapport à un attachement d'un père ou d'un beau-père ou d'une belle-mère qui est comme un père et comme une mère, et qui soudain, parce que le couple mari et femme ne s'entendent plus, ont une coupure brutale et il n'y a plus du tout de contact ni rien. Et aussi par rapport au beau-père ou à la belle-mère, aussi quelle réaction. Je crois que maintenant, dans les tribunaux, certains belles-mères, beaux-pères ont des droits de visite. Mais je me dis, voilà, comment on peut organiser ça, comment on peut aider ces personnes-là à garder quand même le contact avec les enfants et comment les enfants peuvent, comment on pourrait dissocier en fait de faire le problème du mari et de la femme et du beau-père ou de la belle-mère et de l'enfant, quoi. Alors, effectivement, ce que vous soulignez là, c'est vraiment les problèmes actuels qu'on est en train de débattre, pas toujours adroitement. Première question, de plus en plus de jeunes hommes, de jeunes pères, aiment participer à l'éducation précoce de leurs enfants. C'est un progrès pour les femmes qui ne sont pas seules à faire les corvées de la maison. C'est un progrès pour les hommes aussi, qui commencent à tisser des relations affectives avec leur enfant, alors qu'il y a quelques générations, la plupart des hommes n'avaient que des relations autoritaires avec leur enfant. C'est-à-dire que les hommes étaient des pères fouettards et des gagne-pains. Et comme les femmes ne travaillaient pas dans le social, elles travaillaient à la maison, mais c'était pas reconnu comme un travail, elles ne travaillaient pas dans le social, les femmes n'avaient pas de reconnaissance sociale, même parfois pas de protection sociale, ce que les hommes avaient. Mais cette asymétrie dans le couple est en train de disparaître, c'est un progrès. Mais les jeunes pères qui participent à l'éducation de leurs enfants s'attachent aux enfants. Et quand il y a une séparation, et la plupart du temps les séparations, c'est les femmes qui demandent les séparations, dans ce cas, les hommes attachés à leurs enfants, les enfants attachés à leur père, ce qui n'était pas toujours le cas avant, il y a là une déchirure pour les hommes, pour les nouveaux pères et pour les enfants. Et cette déchirure-là n'est pas reconnue puisque les tribunaux accordent encore en très forte majorité la garde des enfants et la préservation du lien affectif à la mère, aidée par un deuxième homme, le beau-père, ou aidée par la grand-mère, et c'est la grand-mère qui joue la fonction du père. Madame la grand-mère, vous êtes le père, hein, c'est-à-dire que ça fait des structures affectives impossibles à nommer, ou bien par l'État. Et c'est souvent l'État qui limite la casse, c'est l'État qui joue le rôle du père. Mais c'est pas un père affectif. C'est bien pour les femmes
qui sont un peu aidées, mais ces femmes-là sont seules, sont en très grande difficulté, elles sont harcelées, c'est normal que l'État les aide un peu, ce n'est pas une relation affective, c'est une aide nécessaire et pas suffisante. Donc là, il y a un progrès à faire, puisque les hommes ont fait des progrès dans la paternité, il serait bien que les juges, les avocats, les juges, les magistrats fassent aussi des progrès dans la reconnaissance de la paternité. Sur le continent, il y a des associations de pères qui se sont constituées pour obtenir la garde des enfants. Ils disent, j'ai appris à m'occuper d'un enfant, j'aime m'occuper d'un enfant, j'en suis capable et je ne vois pas pourquoi on attribue cet enfant à la garde exclusive ou prédominante de leur mère, alors que je suis capable je désire, et mon fils, ma fille, désire que je m'occupe d'eux. Donc là, il y a un progrès à faire auprès de l'école de magistrature. La deuxième question, elle est probablement marqueur d'une désorganisation culturelle, socio-culturelle. C'est-à-dire que quand il y a un premier beau-père, ça reste encore un demi-père. Mais quand il y a un quatrième beau-père, pour une même femme, les enfants restent avec la même mère. Le premier beau-père est un peu moins un père, comme je le proposais tout à l'heure. Le quatrième beau-père n'est pas un quart de beau-père. Le quatrième beau-père est un homme avec qui on peut avoir des relations sexuelles. C'est pas interdit. L'interdit de l'inceste est gommé, dilué. Et il paraît que l'inceste augmente. Alors, je garantis pas les chiffres. L'Ipsos dit 3% de la population, ce qui est énorme. J'ai vu les publications actuelles faites par des associations féministes disent 10%, ce qui est donc encore plus énorme. J'ai été à Nancy il n'y a pas longtemps pour une réunion sur l'inceste où on disait 15-20%, et là je crois qu'il y a une inflation délirante. Quand j'étais praticien, je voyais énormément d'inceste qui n'allaient pas au commissariat parce que les victimes, majorité des femmes, parfois des garçons, les victimes refusaient d'aller au commissariat, soit parce que c'était trop dur pour elles, soit parce qu'elles, dans l'inceste frère-sœur, elles voulaient ne pas aller au commissariat. Alors que avec l'inceste, avec le beau-père, elles ont moins de mal à aller au commissariat, mais on avait fait une association pour accompagner ces filles victimes d'inceste, et la plupart refusaient d'aller au commissariat. Or, lisez le livre de Camille Kouchner. C'est un livre d'une très grande intelligence, clairement écrit, clairement analysé, qui illustre parfaitement l'idée que je suis en train de vous proposer. Les hommes, on ne sait plus qui est le père, on ne sait plus qui est le beau-père. Est-ce que Duhamel, je dis son nom parce que c'est rentré dans le public, et puis qu'il y a une non-prescription puisque le délai de plainte était dépassé, et cet homme-là ne se sent absolument pas père. Cet homme-là est arrivé, il a vu un grand garçon chez lui, il est accusé d'inceste, mais il ne sera jamais condamné parce qu'il y avait prescription. Moi, je crois que c'était un comportement pédophile pour un jeune garçon de 14 ans. Cet homme-là ne considérait pas ce garçon comme son fils. Ça n'est pas un inceste. Légalement, c'est un inceste parce qu'il avait la responsabilité éducative de ce garçon, avec qui il a plutôt imposé des relations sexuelles. Donc, légalement, c'est un inceste, psychologiquement, c'est un acte de pédophilie, donc c'est très différent. Et les femmes de cette famille ont elles aussi participé à la désorganisation des structures, où ces deux femmes glorieuses, l'une artiste célèbre, l'autre professeur de droit international de grande renommée internationale, disaient à leur fille, l'auteur du livre, disait à leur fille, tu devrais cacher ta grossesse. Beaucoup de femmes ont horreur de la grossesse, ces femmes-là plutôt ont horreur de la grossesse, ou tu devrais ne pas allaiter, c'est les animaux qui allaitent. C'est-à-dire que toutes les structures, ce que je viens de dire, c'est la définition de l'anomie.
l'absence de structure naturelle et culturelle. Dire à une femme qui allaite, c'est les animaux qui allaitent, c'est chercher à la disqualifier. Il n'y a pas de structure et il n'y a pas de structure familiale, donc il y a une anomie culturelle. Donc un homme qui a des désirs ne verrait pas pourquoi il devrait interdire son désir sexuel. J'ai eu l'occasion, alors il y a beaucoup plus d'hommes incestueurs que de femmes incestueuses, mais j'ai eu l'occasion d'en voir. Martine Nice a fait un très bon recensement, une très bonne étude sur ces femmes qui ont des relations incestueuses avec leur fils, avec leur beau-fils, et j'ai eu un cas à accompagner avec sa propre fille. Ces femmes-là n'avaient aucun sentiment d'être mères. Dès l'instant où il y a donc Maurice Godelier explique bien que quand l'inceste n'est pas interdit, l'interdit existe dans toutes les cultures. Il n'a pas la même forme selon la culture. Par exemple, l'interdit entre marraine et fils était puni, c'était appelé l'interdit spirituel. On n'y pense plus du tout aujourd'hui. Les cousines étaient interdits. On n'y pense plus du tout aujourd'hui. Donc on voit que c'est variable selon les cultures, mais il y a toujours ce qui reste, c'est que il faut une structure éducative, une structure affective qui permet de circuiter l'affectivité et le désir sexuel. L'interdit est une fonction affective bien plus qu'un empêchement. Tu ne peux pas tout te permettre. Tu dois passer par les circuits familiaux et les circuits sociaux qui, eux, reconnaissent ceci est un acte sexuel permis, ceci est un acte sexuel interdit. Et là, on voit apparaître ce que nous expliquent les anthropologues, c'est-à-dire que l'interdit de l'inceste fabrique des circuits sociaux. C'est en train de se diluer actuellement à cause de ces remaniements incessants des familles. Les structures disparaissent, on ne sait plus qui est qui. Alors bonjour, je suis Emeline Mazedier, en troisième année de formation d'éducateur spécialisé. La question que je voulais vous poser, on fait le rapport entre l'esclavage en Martinique. J'ai envie de faire le rapport entre l'esclavage en Martinique, le rapport au corps et l'attitude des jeunes filles qu'on peut observer. Et finalement, c'est pas trop une question, mais plus une réflexion. Ou en tout cas, comment professionnels on peut accompagner ces jeunes filles qui finalement évoluent dans des familles où le comportement de la maman est souvent le même comportement que l'enfant. Donc des mères-filles finalement, qui ont eu des enfants et qui ont elles-mêmes des comportements parfois, j'ai envie de dire sexualisés, je sais pas. Mais finalement, quel est le rapport entre l'appropriation du corps de ces jeunes filles, mais de façon très sexualisée? Je ne sais pas si vous... Mais bien sûr, l'esclavage noir, c'était transformer le corps des Noirs en outil pour gagner un peu d'argent. Et ça, personne n'a trouvé... Enfin, si, Darwin, il y avait beaucoup de gens qui étaient choqués, mais qui étaient même révulsés, comme Darwin ou d'autres, hein, mais qui n'avaient pas accès aux lois. Les lois du profit étaient tellement forts que ce qui était utilisé, transformé en outil, c'était le corps des hommes pour travailler, pour faire et le corps des femmes pour travailler à la maison ou aussi parfois pour être violés. Donc ça veut dire que le corps dans l'esclavage noir était la cause principale de l'esclavage. C'est pas tout à fait le cas de l'esclavage blanc ou du servage des Slaves en Russie. C'est différent parce que beaucoup d'hommes se proposaient en esclavage pour habiter dans une maison où là ils travaillaient gratuitement, mais en échange ils avaient la maison, la sécurité et parfois des relations d'estime, comme pour les janissaires ou d'autres situations analogues. En revanche, pour les femmes,
leur corps, alors pour les hommes, leur corps était transformé en outil, comme pour les prolétaires. Hein. Les prolétaires, finalement, aussi vendaient leurs bras pour travailler un peu parce qu'ils n'avaient pas d'outils de production. Alors que pour l'esclavage noir, ils étaient enlevés par la force, ils étaient enlevés par des armes, ils étaient pour être réduits à la fonction d'outils. Euh, alors, en plus, les femmes, en plus, elles avaient un corps de femme. Et les corps de femmes sont attirants affectivement et sexuellement. Euh, les enfants sont plus attirés par un corps de femme que par un corps d'homme quand ils sont malheureux ou quand ils ont un petit chagrin ou une petite angoisse. Donc les corps de femmes sont plus sécurisants, les corps d'hommes sont plus stimulants. Or, les corps de femmes dans la condition d'esclavage, eh ben, les femmes ont été esclavagées. Parfois, pour élever les propres enfants des Blancs, et là, il y avait un lien d'attachement qui se créait. Je connais beaucoup de situations. Il y avait la situation analogue au Vietnam, où des femmes vietnamiennes élevaient les enfants de colonisateurs, mais les enfants, eux, n'étaient pas des colonisateurs. Les enfants, eux, s'attachaient à la femme qui les élevait. Et ils avaient un lien d'attachement authentique. Et quand ils étaient arrachés à leur nounou, c'est pour ce qui est des filles, il y a eu le viol qui était fréquent. Les enfants du viol, où ces femmes-là ont été escroquées, où on leur disait si tu mets au monde 3 enfants, tu vas gagner ta liberté. C'était un viol légal inventé par la loi des colonisateurs et des esclavagistes. Et puis surtout, cette séparation des sexes d'hommes noirs et de femmes noires empêchait la constitution de familles. Et dans ces familles-là, s'ils avaient pu faire une famille, ce qu'ils font aujourd'hui, s'ils avaient pu faire une famille, s'ils avaient pu tisser des liens d'attachement, probablement l'interdit de l'inceste serait apparu et ils auraient fait une nouvelle culture résiliente après un trauma, ce qui est la définition de la résilience. Or, ça n'a pas été bien fait parce que on n'en a pas assez parlé, on n'a pas affronté le problème, on a préféré faire comme après la Shoah, on a préféré pratiquer le déni, parce que le déni empêche d'aborder le problème, donc c'est confortable, mais ça empêche de résoudre le problème. Le problème énorme, faramineux, n'a pas été abordé. Alors pour la Shoah, ça a concerné 5 millions d'hommes et de femmes détruits en 2 ans. Pour l'esclavage, c'est plusieurs dizaines de millions d'hommes et de femmes détruits pendant plusieurs générations. Donc, et le problème n'a pas été abordé. Je crois qu'on peut l'aborder maintenant. J'ai vu l'autre jour sur Arte un magnifique reportage sur l'esclavage noir. Et là, il y avait un prétexte à réflexion, prétexte à compréhension, et dès l'instant où on cherche à comprendre ce qui s'est passé, on maîtrise un peu la situation qui nous a rendus en esclavage. C'est-à-dire que là, et puis comme je le disais tout à l'heure, on ajoute la mémoire de ce qu'on a compris à la mémoire de ce qu'on a subi. Donc on se représente le passé d'une autre manière. L'esclavage, il a existé. Les souffrances incroyables, le pillage de tout un continent, la destruction des cultures, ça a été fait. Mais il y a eu d'autres destructions, hein, il y a eu d'autres esclavages, il y a eu d'autres destructions. Et pourtant, d'autres pays ont déclenché un processus de résilience. Par exemple, les Arméniens en pays arabe ont été très bien accueillis et ont déclenché très vite un processus de résilience. Pour ça, il faut ne pas pratiquer le déni, affronter le problème, analyser et mettre en place de nouvelles structures. Et ça, c'est tout à fait faisable. Or, le corps des femmes a été investi, et surtout avec les femmes, parce que comme ces femmes étaient seules, malheureuses, souvent attachées à la maison dont elles s'occupaient, souvent attachées aux enfants des Blancs dont elles s'occupaient. Donc ces femmes ont été ambivalentes. Et que très souvent, la beauté des femmes et la séduction devient une forme de séduction de l'agresseur. Et là, les femmes se sont laissées piéger. C'est-à-dire qu'elles ont voulu séduire l'agresseur. Ce qui n'était... Alors, il y a
un roman que j'ai lu quand j'étais enfant, j'ai trouvé ça extrêmement beau, mais les Martiniquais seront pas d'accord avec moi, c'est La case de l'oncle Tom. Quand j'étais enfant, j'ai lu ce livre avec enchantement, parce que j'avais pas compris que, en fait, on demandait aux Noirs de dire qu'ils avaient participé eux-mêmes à l'esclavage en séduisant et en établissant des relations affectives avec l'agresseur. Ce qui a été très rarement vrai et ce qui a été la plupart du temps étonnamment parfaitement faux. Mais quand j'étais enfant, j'étais pas capable de faire la distinction et j'avais trouvé ce roman très beau. Et je sais que beaucoup de Martiniquais haïssent ce roman. Donc le corps des femmes a été utilisé pour s'occuper des maisons, pourquoi pas, pour s'occuper des enfants, pourquoi pas, pour séduire l'agresseur, problème, et pour se taire quand elles étaient violées. Autre problème. Et surtout, on est tous complices de ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire les Noirs, les Blancs, les Européens, on est tous complices du déni qu'on a laissé s'installer ensuite et qui nous a empêchés, pour préserver notre confort, qui nous a empêchés d'affronter le problème de l'esclavage comme on commence à le faire. Une petite remarque. Tout à l'heure, la question du prix du sucre comme argument opposé à la fin de l'esclavage a été évoquée. En fait, bon, l'esclavage, dans le cas des Antilles, a fortement contribué à l'enrichissement de bourgeoisie, notamment française, espagnole, portugaise, etc. Mais ce sont des rapports capitalistes qui ont chapeauté un certain nombre de pratiques esclavagistes. En fait, il y a des témoignages selon lesquels, au milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire au moment où le débat autour de l'esclavage et de sa suppression culmine, et au moment où effectivement les révoltes esclaves se sont tellement intensifiées et multipliées que, au milieu du XIXe siècle, 1848, abolition de l'esclavage, notamment dans les colonies françaises, eh bien, il y a des témoignages selon lesquels, à ce moment-là, le coût économique d'un esclave était supérieur au coût économique que pourrait avoir un salarié faisant le même travail. Et il y a des études, effectivement, qui le démontrent, de sorte que, dans le cadre de ces mêmes rapports capitalistes, une forme de travail esclavagiste a été remplacée par une forme de travail salarial. D'accord ? Et donc, ça me fait penser un petit peu à ce que, en ce moment, les mêmes territoires vivent. À savoir que, bon, il y a une forme de relation et de modélisation économique de ces territoires-là qui semble complètement obsolète maintenant, complètement dépassée, et il y a une difficulté à ce que quelque chose remplace ce qui, à l'heure actuelle, semble ne plus pouvoir tenir la route encore. Bon, mais c'est une remarque que je voulais faire. Et puis, une question là. En Martinique, Boris, tu es bien placé pour savoir que beaucoup ont, enfin certains en tout cas, ont opposé la résilience à la résistance, notamment sur le plan social et politique, qu'il pouvait y avoir contre un certain nombre de manifestations, on va dire, désagréables, pour ne pas aller plus loin, dans des situations martiniquaises. Qu'est-ce que tu en penses de ce rapport résilience-résistance ? Alors, merci pour ta question.
Effectivement, il y avait, j'ai pour ça tout à l'heure, j'ai parlé de prolétaires. Parce que le même problème s'est posé avec les prolétaires qui louaient leur corps pour gagner un peu d'argent. Mais il y avait du mépris, mais il n'y avait pas de racisme. Or, ce qui a légitimé aux yeux des esclavagistes, ce qui a légitimé l'esclavage, c'est le prix du sucre qui, et parfois l'esclavage coûtait plus cher effectivement qu'une production simplement capitaliste, mais c'est surtout plus que le prix du sucre, c'est ce que je propose d'appeler un délire logique. C'est-à-dire que c'est logique de penser que si on supprime l'esclavage, le prix du sucre va augmenter. Ça a été pensé, ça a même été débattu. Or, en fait, c'est le racisme qui a permis de penser ça. Parce que si on avait fait purement des études de rapport de production, on serait arrivé à ce que tu viens de dire. C'est pas forcément une bonne affaire de voler des hommes et des femmes, de les arracher chez eux par la violence, par l'armée, et de les réduire en esclavage. Finalement, c'est pas une bonne affaire. Si vraiment seuls les rapports de production capitalistes avaient fonctionné, on serait arrivé à cette conclusion. Or, cette conclusion n'a pas été débattue parce que le racisme s'est ajouté à l'esclavage noir, alors qu'il ne s'est pas ajouté à l'esclavage blanc, qui, comme je le disais tout à l'heure, était quand même de formes très différentes. Alors, pour ce qui est de la différence entre résistance et résilience, la résistance, c'est dans l'action, dans la synchronie, c'est dans l'affrontement d'un problème. Et les esclaves marronnés étaient dans la résistance. Ils s'affrontaient. Les Haïtiens ont été dans la résistance. Les esclaves marronnés affrontaient, fuyaient, se protégeaient, combattaient. Après le malheur, la résilience ne peut se définir que par la reprise d'un nouveau développement après le traumatisme. Et là, je pense que bon, les Arméniens, je le disais tout à l'heure, les Arméniens ont déclenché un processus de résistance faibles parce qu'ils ont été massacrés en quelques mois, ils ont été égorgés. Les Turcs avaient ouvert les prisons en disant aux prisonniers, si vous massacrez, si vous égorgez beaucoup d'Arméniens, vous aurez une remise de peine. Et les massacres à l'arme blanche, j'ai vu une grand-mère arménienne qui avait une énorme cicatrice d'une oreille à l'autre parce que l'égorgeur avait raté les carotides. Et elle avait survécu. Les Arméniens dans les pays arabes ont fait aussitôt, ils ont refait une culture, ils ont refait des familles, ce qu'ont eu du mal à faire l'esclavage noir. Et dès l'instant où ils ont refait une famille, une culture, une école, avec des matchs de football, avec de la musique, avec des valeurs transmises, la résilience a été excellente pour les Arméniens. En France, ils ont fait la même chose d'ailleurs. Donc la résilience a été excellente. Or, l'esclavage noir n'a pas pu faire ça puisque les hommes et les femmes étaient séparés. L'esclavagisme avait séparé les hommes à l'extérieur, les femmes à l'intérieur, avec des conditions dont je parlais tout à l'heure. Donc ce processus de résilience, la structure familiale, l'attachement, après le traumatisme, les Martiniquais l'ont mal mis en place. Qu'ils avaient le poids de la résistance et le coping dans l'affrontement. La résilience, c'est l'évolution, la reprise d'un nouveau développement. Or, il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ce concept parce que le mot évolution leur pose encore des problèmes. Il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui pensent que l'évolution n'existe pas. La nature, pour les uns, Dieu pour les autres, a créé un statut, Dieu l'a voulu. Après chaque catastrophe, il y a des qui disent Dieu l'a voulu, c'est comme ça, ces parents-là, fixistes, ont du mal avec le concept de résilience qui, lui, est évolutionniste. On a des remarques. Ça va?
Bien, il semblerait que notre satisfaction intérêt culturel, etc., soit bien établi là. Monsieur l'adjoint au maire, je ne pourrais pas ne pas vous entendre un peu, s'il vous plaît. Oui, merci. Peut-être, alors une question, c'est pas forcément une question, mais sans chercher à anticiper l'avenir, vous avez cité, professeur, de récentes évolutions des formes familiales et toutes les questions qu'elles soulèvent, et en même temps, vous avez laissé entendre qu'il y avait des possibilités d'en faire quelque chose et pas simplement de le subir. Pensez-vous qu'une démarche de type observatoire, je crois connaître la réponse, mais j'aimerais que vous nous l'argumentiez, pensez-vous qu'une démarche de type observatoire qui vise à regrouper à la fois les acteurs, les partenaires, au sens le plus large du terme de cette problématique, des parents, des accompagnants, des institutionnels, des politiques, etc., cette organisation qui se met en place pourrait-elle être nourrie rapidement de l'actualité de la parentalité, de tout ce que vous avez évoqué? Parce qu'en fait, on en parle tous depuis un certain temps, mais on a des idées relativement figées. Et il me semble que si nous nous regroupons, c'est pour être plus efficace, communiquer, s'informer, et en même temps, il faut qu'on s'informe sur les problématiques d'aujourd'hui, qui changent très vite. Donc, pourriez-vous nous dire votre avis sur comment, en fait, une fois que nous serons partenaires autour de cet observatoire, nous n'allons pas tomber dans le travers de traiter de la parentalité d'hier ou d'avant-hier? Je ne sais pas si ma question reçoit votre ce caractère presque prédictif que je souhaiterais lui donner. Bien sûr. Alors, je crois que on commence par un observatoire. On recueille les données. Les Québécois ont une jolie expression, c'est la cueillette des données. Donc, on recueille les données. Et c'est déjà un travail difficile parce que la sémiologie, la science des signes, est une science qui n'est pas évidente. Quand j'ai commencé, pendant très longtemps, des psychanalystes disaient que l'inceste n'existait pas, que c'était un fantasme de petite fille qui veut séduire son papa. Je parlerai que sous la torture pour avouer le nom de celle qui a dit ça. Mais beaucoup de psychanalystes le disaient, l'inceste n'existe pas. Michel Manciot, que Jean-Pierre Pourtois connaît probablement, Michel Manciot, quand il a commencé à travailler sur la maltraitance familiale, on lui disait ça n'existe pas, ou alors ça existe peut-être en Alsace, où les hommes sont des brutes. Donc, mais ça n'existe pas à Paris, où bien sûr tous les hommes sont parfaitement civilisés. Donc ces naïvetés-là, je les ai entendues, Michel Manciot les a entendues, et les psychanalystes ont pris position pour empêcher, certains psychanalystes ont pris position pour empêcher la réflexion sur l'inceste. Donc il est nécessaire, dans un premier temps, de faire la collecte des données, c'est-à-dire, c'est ce qu'on fait en médecine, ou c'est ce qu'on fait en linguistique, c'est-à-dire la sémiologie, la science des signes, recueillir les données et en faire des signes. Et à ce moment-là, une fois qu'on a fait un bilan, par exemple, je parlais tout à l'heure de l'étonnant chiffre variable de l'inceste qui varie de 3% à 15-20%. Donc c'est parce que la collecte des données n'est pas bien faite. On a le même phénomène actuellement avec de plus en plus de jeunes hommes et de jeunes femmes qui refusent d'être mères et qui refusent de mettre au monde des enfants. Beaucoup d'hommes aux États-Unis et au Québec se font ligaturer les déférents et beaucoup de femmes font ce qu'il faut, se font pour ne jamais mettre au monde un enfant. Et là, les chiffres varient entre 5-6%
et 37%. Donc quand les chiffres varient comme ça, c'est que le recueil des informations n'est pas bien fait, c'est un recueil fantasmatique. Si on a envie de dire que les hommes sont des sales types, on va dire que 15 à 20% des hommes violent leurs propres enfants. Si on veut dire que les femmes ne pensent qu'à elles, on va dire que 37% des femmes ne pensent qu'à elles. Donc ces chiffres sont... il faut un observatoire tout simplement pour savoir de quoi on parle. Et là, une fois que les données sont bien recueillies, une fois qu'on a fait le ménage dans les données, qu'on a fait des catégories sémiotiques, on peut suivre l'évolution, et là, on a une méthode comparative. Dans cette population où on est intervenu auprès des familles, on a 80% de bonne évolution. Par exemple, après le Bataclan, où il y avait énormément de syndromes psychotraumatiques tellement l'horreur avait été grande, Thierry Bobet, que j'estime beaucoup, un an après, a fait le bilan 90% des traumatisés qui ont été bien entourés par, pas seulement par des professionnels, mais bien entourés par des associations, par les politiciens, hommes et femmes, qui à Paris ont très bien joué leur rôle. 90% des syndromes psychotraumatiques ont disparu, ce qui n'est pas le cas de l'attentat de Nice, qui a été moins bien organisé et où il y a énormément de syndromes psychotraumatiques. Donc on peut faire un suivi, on peut faire une évaluation thérapeutique, et là, la culture, parfois les professionnels, les professionnels de l'éducation, là pourront un corpus, un objet clairement défini sur lequel on pourra intervenir. Oui, j'en profite d'ailleurs pour signaler à l'assistance que nous avons le bonheur de pouvoir compter sur l'Observatoire de la résilience Boris Cyrulnik, qui a été créé il y a peu en Belgique et qui sera, je l'espère, d'un précieux secours pour certains de nos travaux. Je salue également l'arrivée de Roger Cantacuzen, responsable directeur de l'Observatoire des violences faites aux femmes. D'accord ? Je le salue malgré son retard, qui était déjà excusé, puisque aujourd'hui c'est une journée particulière pour l'Observatoire des violences faites aux femmes et pour la cause de la lutte contre les violences faites aux femmes, puisque cette semaine c'est une semaine particulière de ce point de vue-là. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des observations ? Oui, madame. Boris, c'est toi qui nous arrêtes, hein, parce que tu sais, ça peut durer très longtemps encore. Hein. Donc, n'hésite pas. Hein. Alors, j'aurais une question. Alors, c'est concernant le rassemblement pour les 1000 jours. Moi, je pratique l'instruction en famille avec mon fils. Et c'est vrai que dans les milieux de l'instruction en famille, la commission des 1000 jours a très mal été vécue, je ne vais pas mentir, parce que par rapport à la nouvelle loi concernant l'instruction en famille qui date de 2022 où Emmanuel Macron, le gouvernement a fortement restreint la possibilité de faire l'instruction en famille. Et à peu près au même moment, la commission des 1000 jours a sorti quelque chose qui, on va dire, valorisait la mise en crèche des enfants. Mais les familles qui pratiquent l'instruction en famille l'ont vécu comme, on va nous retirer nos enfants, comme on nous retire le droit d'instruire en famille, comme on a baissé l'âge obligatoire d'entrer à l'école à 3 ans, ça veut dire que dès que nos enfants vont naître, dès 3 mois, on va nous obliger à les mettre en crèche et on pourra plus nous profiter de nos enfants comme on le souhaite. En fait, c'est vraiment comme ça que ça a été vécu dans les milieux d'instruction en famille. Donc c'est parce qu'on a été attaqué justement au niveau de l'âge de l'école. Du coup, c'est comme ça que les gens l'ont vécu et ils ont une peur à ce niveau-là. Donc, est-ce que vous... Voilà. Je ne sais pas trop. Alors, vous avez raison. On a complètement oublié ce problème. C'est un tort. C'est d'autant plus critiquable. On est d'autant plus critiquable qu'il y a 30 ou 40 ans, je crois,
j'ai dirigé une thèse sur les enfants de bateau. Ces enfants qui vivent avec leurs parents sur un bateau ne vont pas à l'école et ils font des cours par correspondance. Et là, je me rappelle l'évaluation de cette thèse, les résultats humains et les résultats scolaires étaient excellents. Résultats humains parce que l'enfant avait toujours son père et sa mère près de lui, parce que les enfants participaient à la manœuvre. J'ai vu des petits garçons, des petites filles de 10 ans manœuvrer des bateaux énormes avec une véritable compétence de marin, et les résultats scolaires étaient très bons. Donc j'ai honte, mais j'avoue que on n'a pas abordé ce problème dans la commission des 1000 premiers jours. Alors, l'observatoire pourrait servir à ça. Par exemple, ça pourrait être une occasion de faire une enquête sur le devenir de ces enfants et d'ajouter, on a demandé une réunion annuelle pour faire le bilan de la commission des 1000 premiers jours. Donc, l'observatoire de la résilience, ça serait l'occasion. On attend une population de tant d'enfants, garçons, filles, de tel âge, enfin, comme on a appris à le faire en démographie, ou à faire une population à peu près cohérente, et voilà le devenir de ces enfants, voilà leurs résultats scolaires, voilà les évaluations psychologiques, et je pense que là, c'est un travail à faire, et on ajoutera ça, probablement, pour les prochaines réformes. Maintenant, je vous dis ça parce que sur le plan, j'aimerais que ça se fasse, mais le problème depuis que je travaille un petit peu avec des politiciens, je me rends compte à quel point ils sont entravés et ne sont pas aussi responsables qu'on le croit. Ils ont beaucoup de mal. On a proposé à la commission des 1000 premiers jours, on a proposé 75 réformes. Il y en a 2 qui ont été acceptées. Donc, mais ça fait rien. Maintenant, on sait que l'inceste existe, que la maltraitance existe et qu'on peut l'affronter. Alors là, quand même, je vais ajouter une petite notion. On peut l'affronter pour reprendre, pour la prévenir et pour reprendre un nouveau développement. Or, ce que je vois apparaître maintenant, c'est que quand on fait le bilan, quand des associations font le bilan de la maltraitance, maltraitance physique, maltraitance sexuelle ou simplement harcèlement dans la rue, c'est donc nécessaire d'affronter ce problème. Je pense qu'il n'y a aucune proposition de prévention. Alors moi, praticien, soigneur, moi ce qui m'intéresse, c'est prévenir et réparer quand le malheur arrive. Et là, ces associations parlent de punition, et Michel Foucault a bien dit que si on continue comme ça, dans les prisons, il n'y aura pratiquement que des crimes sexuels, ce qui est déjà presque le cas. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est prévention. Tout à l'heure, j'ai proposé structure familiale, structure affective et réparation. Et là, on est dans la résilience. Donc, je pense que votre remarque me stimule beaucoup. J'avoue notre défaillance, mais grâce à l'Observatoire de la résilience, on aura bientôt des publications magnifiques. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, n'est-ce pas? Voilà. Autre remarque, autre question? Voilà, eh bien, écoutez, je crois que on va peut-être soulager Boris. Les paroles ont été tellement fortes, Boris, que je te garantis que la connexion Internet n'a jamais été aussi perturbée qu'aujourd'hui, depuis 6 jours là qu'on travaille. Hein. Mais on ne s'en plaint pas, on ne s'en plaint pas. D'accord? Écoute, je pense que je vais me faire l'interprète de toute l'assistance pour te remercier chaleureusement de ta disponibilité et puis de tous les éclairages que tu nous as apportés. Et je pense que ça mérite de beaux applaudissements. Ce n'est que nos revoirs, Boris. On se retrouvera prochainement, d'accord? J'ai été heureux d'être un peu avec vous quand même. Mais au revoir.
Merci beaucoup. Bon courage avec la fraîcheur qui s'installe là, apparemment en Europe. Et puis à très très bientôt, Boris. Merci pour tout. Au Merci revoir. aussi à Jean-Pierre parce que il nous suit hein, depuis lundi dernier, quoi. Il est pratiquement tout le temps avec nous. Je me demande comment il fait. Et donc, Jean-Pierre, merci beaucoup. Si tu veux dire quelques petits mots avant qu'on se sépare avec Boris. C'est toujours un immense plaisir, Boris, de t'écouter, de te suivre, de réfléchir à partir de tes propos. Et peut-être en guise de conclusion, de se rappeler un ouvrage de Ivan Illich, dont le titre de son ouvrage lui a été imposé, c'est pas lui qui l'a trouvé, Une société sans école. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse écrire aujourd'hui un ouvrage, une société sans famille? Et maintenant, je dirais, c'est plutôt une société au 100, non 99, au 100 familles. Mais voilà, ce sera un peu provoquant, mais c'est un peu la réalité d'aujourd'hui. Voilà. On va pas à nouveau engager le débat, mais il faut parfois trouver des titres provocants pour continuer notre réflexion. Merci mille fois, Boris. Et surtout pour ta patience après la difficulté que nous avons rencontrée sur le plan technique et la longueur de cette difficulté, et tu as été d'une patience exemplaire. Je suis admiratif. Mais tu as raison de m'admirer. Mais on se verra bientôt. Salut. À bientôt. Et vous avez vu, heureusement qu'on avait fait l'enregistrement parce que aujourd'hui les conditions n'étaient pas idéales. Mais même pour faire cet enregistrement, il y a eu quelques gros soucis, n'est-ce pas, Olivier? Et donc, bon, on y est quand même parvenu après à la deuxième tentative. Boris s'est rendu vraiment très disponible. Je crois qu'en lui, nous avons vraiment un ami très attentif. Voilà. Mais écoutez, si plus personne n'a rien à dire, je vais quand même solliciter notre ami Roger hein, pour qu'il nous dise quelques petits mots, si tu veux bien. Hein. Merci. Merci, bonjour à tous et à toutes. Bien, je salue la salle, l'Assemblée. Bon, que dire peut-être déjà de saluer l'initiative de mener un travail de réflexion sur ces questions, parce que ce sont vraiment des questions qui taraudent la société. Alors, s'agissant par exemple des champs de recherche sur lesquels je travaille, où j'ai commencé en 2008, j'ai été amené à participer à plusieurs types d'enquêtes, et systématiquement dans ces enquêtes, qui étaient des enquêtes généralement autour de la question des femmes ou des relations au sein de la famille, la formation des familles antillaises, etc. Finalement, je me suis rendu compte que dans pratiquement toutes ces enquêtes, même lorsque les questions n'étaient pas posées, on retombait sur des questions de violence, que ce soit des questions de violence envers les femmes, que ce soit des questions de conséquences qu'il y a sur les enfants. Et donc, effectivement, nous avons eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises du travail à mener sur la question de la parentalité. Je pense qu'il y a vraiment un champ qui s'ouvre là dans ce domaine et que nos sociétés ne peuvent pas se passer de ça. Autant on a travaillé sur d'autres choses, mais autant sur les questions de la parentalité, je pense vraiment qu'il y a un champ de travail là-dessus, de réflexion, et surtout qui doivent déboucher sur des propositions pour les politiques publiques à mettre en place. Donc voilà, c'est ce que je peux dire en tout cas pour saluer l'initiative qui est mise en place. Merci beaucoup, Roger. Hein. Et puis, la collaboration entre Observatoire de violences faites aux femmes et Observatoire de la parentalité a vraiment bien démarré, on peut dire ça comme ça. Et il n'y a pas de raison que ça change. Voilà. Donc, pour une fois, on a globalement à peu près respecté les horaires. On termine même, mesdames et messieurs, avec 5 minutes d'avance sur le programme officiel, malgré le fait que nous ayons eu un intense échange avec Boris Cyrulnik.
Alors, c'est qu'on a sacrifié Karim à la pause. Hein. J'espère que ça ne vous a pas trop coûté et que vous allez pouvoir vous rattraper maintenant. Hein. Donc, c'est la pause déjeuner maintenant. Et puis, on se retrouve cet après-midi avec messieurs Quentin Vaquez et François Benchendik qui vont nous entretenir de l'Observatoire de la parentalité, justement, soutenir la parentalité en Martinique, comment l'Observatoire doit-il se développer pour apporter une aide efficace aux acteurs du soutien à la parentalité. Et là, c'est un rapport d'expertise que Sciences Po Lille, par l'intermédiaire de Quentin et sous la direction de François Benchendik, a réalisé et nous sommes déjà impatients de pouvoir échanger avec vous sur ce travail-là. Merci beaucoup, bon appétit à toutes et à tous, et puis à tout à l'heure.